Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Nous avons ce soir avec nous donc Flavie Garnier. Bonjour. Benjamin Béliez. Salut. Et Romaric Briand. Ouais, c'est mon premier podcast en tant qu'invité, trop bien. Alors Romaric Briand est invité ce soir car sur le forum de Silent Drift, on nous a posé la question de d'où vient la création de Sens, du jeu de rôle Sens. Alors je sais pas qui c'est qui a posé cette question, mais quelque part, Fabien. ça n'a pas été une bonne chose, Fabien. parce que maintenant nous avons une vraie puce dans cette salle de podcast, c'est pas très pratique. Ouais, je suis complètement excité, je tiens à le dire à nos auditeurs qui comprendraient pas pourquoi je suis complètement cinglé. Et ça m'excite de parler de la manière dont j'ai créé ce putain de jeu, bordel. Donc, Romaric, Ah oui, c'est moi. tu es le créateur de Sens Sexology. Ah, il paraît, ouais. Alors, sur les différents forums sur internet, on a pu voir comme quoi tu étais une personne un peu fou, un peu excitée. On le voit ce soir. Ça, c'était une question qui n'était pas prévue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Donc, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ah oui. Comment as-tu pensé à Sens Sexology ? Parce que c'était un rôle mystique, une révélation, un prêtre qui t'a dit que l'illumination se trouvait sous sa soutane. C'est exactement ça. Écoute, j'étais justement à la messe lorsque tout à coup la révélation a eu lieu. Non, tu déconnes, mais c'est vrai que j'ai eu la révélation sur Sens un jour où il y avait beaucoup de monde dans une salle réunie autour d'un type. C'était pas la messe, mais c'était dans une école catholique, au collège. Et il y avait en fait, on avait fait une course en fait autour des remparts et comme à chaque fois, c'était une course pour parrainer, tu sais, les trucs où tu demandes à des gens de te filer du pognon, puis en fonction du nombre de kilomètres, tu vas gagner un certain nombre de thunes, quoi. D'accord, un peu genre Téléthon, quoi. Ouais. Sauf que c'est pour les collégiens, que c'est pas pour des tétraplégiques ou pour des gens atteints de. C'est quelle maladie pour le Téléthon ? Quelqu'un sait ? Myopathie. C'est toutes les maladies pour les génétiquement déficients. D'accord, donc voilà. C'est pour les gens qui sont en fauteuil roulant et donc qui ne peuvent pas courir eux-mêmes. Hein. Alors là, nous avons donc un aveugle qui vient, parce que à la base, cette course était pour des aveugles. D'accord. Et là, me vient une question à lui poser. Je me dis, putain, mais comment cette femme qui est là devant moi, qui s'appelait Gribouille, comment cette femme peut bien voir les couleurs ? Et je lui ai demandé, je lui ai dit, excusez-moi madame, mais comment... Donc devant toute la salle, tu vois, c'est un moment, je sais pas, il y a un côté, enfin bref, et je lui demande, mais comment est-ce que vous voyez le bleu, madame ? Tu vois, j'étais au collège, tu vois, déjà le philosophe analytique en herbe, tu vois, le mec qui se la pète un peu et tout. Et elle me dit, j'imagine ça comme la douceur de l'eau. Et je lui demande, et le jaune ? Elle me dit la forme de l'œuf. Je sais, putain, cette femme vit dans un monde qui est totalement différent de moi. Bah oui, moi quand je vois du jaune, je vois du jaune. Je m'imagine pas une forme. Je me suis dit, mais comment elle imaginerait un cube jaune ? Tu lui dis un cube jaune, comment elle l'imagine ? Ça fait comme une espèce de contradiction dans sa tête, quoi. Enfin, elle voit la forme du cube, après effectivement c'est la couleur qui lui pose souci. Bah ouais, enfin c'est... Et puis là, j'y ai réfléchi, et puis je me suis dit, mais merde, faut faire quelque chose avec ça. Et je connaissais pas le jeu de rôle à l'époque. Voilà, justement, c'est que Mago. Là t'as eu cette idée, et comment t'en es venu au jeu de rôle ? Bah, en fait, le truc, je me suis dit, bah voilà, déjà, il y a quelque chose à écrire là-dessus. Il y a quelque chose à écrire sur les mondes différents en fonction des sens différents. Et puis bon, je m'intéressais un petit peu déjà à des questions, on va dire, existentielles, à cause de mon vécu. Donc, je me suis dit, mais c'est le monde dans lequel elle vit est différent. Il faut faire quelque chose, il faut faire un roman là-dessus avec des gens qui ont des sens différents. Ah, t'étais parti directement sur du roman, j'étais parti sur la littérature. Je ne connaissais pas le jeu de rôle. Je ne connaissais pas le jeu de rôle à ce moment-là. Et ben, tu disais que tu faisais du Magic, voilà, peut-être un jeu autour de Magic ? Non, on avait fait un jeu à base de Magic, avec des règles de Magic, avec un pote qui s'appelle Jérôme Lemel, que je salue au passage. C'est un rôliste, hein. Il développe son propre jeu en ce moment sur un petit blog. Ce gars-là, il avait fait des cartes Magic en forme de tank et d'armée russe et allemande, si tu veux. Donc on était loin loin du jeu de rôle. Hein. Ce truc, ça m'a marqué, mais on en était vraiment loin, quoi. Et cette idée, elle t'a apparu, donc tu m'as dit au collège, en quelle classe, quel âge ? En fait, ce qui m'est apparu, c'est pas l'idée de faire un jeu de rôle là-dessus, c'est vraiment l'idée, tiens, c'est marrant, ces gens vivent dans un monde totalement différent. Alors là, je sais plus, je devais être en 4ème, je crois, ou en 3ème. En 4ème, t'avais déjà un peu le concept d'un univers différent. Bah, je me disais que le monde dans lequel on vivait était forcément limité par nos sensations et que si on avait eu des sens différents, on aurait probablement vu d'autres choses. Voilà ce que je me disais. Pour l'instant, ça restait dans l'esprit, tu voulais faire quelque chose, mais tu savais pas trop quoi. Voilà. Et donc, pourquoi le jeu de rôle ?
Et bien là, c'est Bender, encore une fois, pour ceux qui suivent le podcast régulièrement, ils vont avoir l'impression que c'est un espèce de grand gourou qui nous a tous mis au jeu de rôle. Parce qu'il y a Yann Sully qui parlait de Bender, Dédé a parlé de Bender la dernière fois. Non, moi c'est toi qui m'as mis au jeu de rôle. Oui, enfin bon, on vient tous de Bender, enfin je sais pas. Bobo, Non, toi, moi je viens pas de Bender. Bender avec Vampire. Ouais, voilà, toi tu viens de qui, toi? Qui t'a fait? Moi j'ai commencé le jeu de rôle au collège, enfin au lycée j'ai vraiment joué, sinon plutôt quand j'étais jeune en tripant quoi. Bah nous en tout cas c'est Bender. Et Bender, comme le disait Yann dans le dernier podcast, il est complètement cinglé. Il m'a mis à ce jeu là et j'ai pas pu en décrocher. Et à l'époque j'étais fan d'une série qui s'appelait Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, on en a déjà pas mal parlé. Retour. Et là je me suis dit mais le jeu de rôle c'est trop bien, il faut que je fasse un jeu de rôle Saint Seiya. Et j'ai commencé à faire un jeu de rôle Saint Seiya. Donc tu veux dire que le jeu de rôle Sens c'est une évolution de Saint Seiya? Non, mais en fait c'est par là que j'ai commencé à mettre mes premiers pas dans le jeu de rôle en fait, on va dire. Dans la création. Dans la création de jeux de rôle. Mais tu vois, c'était pas du sens. Ah mais c'en est où Sens là? Ah bah attends, j'ai trop de trucs à raconter là, on va les perdre nos auditeurs. Parce que Saint Seiya et Sens ça n'a rien à voir. Dans Saint Seiya t'es une personne spéciale qui porte une armure et dans Sens Oui, donc c'est vrai que là je vois toujours pas la similitude entre Saint Seiya et Sens. Et puis là on sauve pas Athéna dans son Ouais, sens. merci les gars. Vous êtes encore en train de me pourrir avec ça, mais vous verrez justement dans la genèse de Sens qu'il y a plein de choses qui viennent de Saint Seiya en fait. C'est aussi pour ça qu'on te pourrit. Donc en fait, c'est après avoir fait Saint Seiya, tu t'es dit, ton idée est revenue, et tu dis, bah pourquoi pas faire un jeu là-dessus. Bah déjà, voilà, j'ai découvert le jeu de rôle. Je me suis pris une énorme claque à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est ouf tout ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas, par exemple, créer des choses différentes que des animés, des séries ou des jeux qui existent déjà? Je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer de créer mon propre jeu, Saint Seiya, machin, bref. Et là, il m'est arrivé un truc de fou. C'est que Saint Seiya, mes potes ont adoré. Enfin, faut dire ce qui est, je sais pas. Enfin. Oh, moi je me suis bien amusé. On y jouait tout le temps. On y jouait tout le temps. Mais je veux dire, le midi, on s'arrêtait, on faisait des pauses à l'instit, on jouait à Saint Seiya. Enfin, je veux dire, c'était un jeu vraiment qui a cartonné. J'en ai imprimé un exemplaire et après il s'est un petit peu transmis de MJ en MJ. C'était hallucinant. J'ai connu en fait mon premier succès, un petit peu mon dépucelage avec Saint Seiya. Ouais, moi c'est comme ça que tu m'as mis au jeu de rôle. Avec Saint Seiya. Déjà à cette époque, ouais, non, c'était déjà physique entre vous? Non. Merveilleux, merveilleux Thomas. Et c'est pas. Déjà en plus c'était début de la fac donc rien à voir. Désolé pour mes blagues de merde. Donc là pour anecdote, on est quand même en an 2000. Puisque le jeu de rôle Saint Seiya, lorsqu'il a été imprimé, c'était... Ah mais non, le jeu de rôle a été imprimé en 2000, mais on a commencé bien avant. Oui, mais bon, je pense que Saint Seiya, les auditeurs sont pas forcément intéressés. Je pense que c'est plus sens... Jusqu'au... Ouais. Okay, on pourrait peut-être aller plus vers la genèse de Sens que vers celle de Saint Seiya. Oui, effectivement, oui. Ne te disperse pas. Alors, ne fais pas ton Yann Sully. Alors, en fait, le jeu de rôle marche auprès de mes potes, et là, il y a un pote qui est assez sombre, un mec un peu ténébreux, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Karim. Et puis il commence à me dire, ouais mais de toute façon avec toi Romaric, tes univers, c'est toujours... Ah non, j'anticipe. D'abord fini ta putain d'histoire. Mais oui. Alors d'abord je décide de développer un jeu qui s'appelle Symétrie, qui échoue complètement, il y a personne qui joue, c'est de la merde. Donc voilà, mais c'était un espèce de faux semblant de nobilisme avec des dés. Et ensuite, j'ai découvert Star Ocean 2. Et là, alors là, la révélation. Star Ocean 2 et FF7, des RPG en jeu vidéo. Je me dis, putain, faut que je mette ça en jeu de rôle. Ce que j'ai fait, j'ai apporté d'ailleurs avec moi aujourd'hui, Thomas, la magnifique base du premier sens, sur laquelle certaines photos seront prises et mises sur le blog pour que vous puissiez voir cette œuvre d'art assez incroyable. Non, je ne veux pas. C'est écrit avec toutes les fautes d'orthographe du monde. Je prendrai pas les mots en photo, juste des photos de dessins. C'est des illustrations, c'est des photocopies de cartes Magic qui sont collées dedans. Enfin, c'est absolument hideux. Le livre est quand même assez gros. Ouais, c'est volumineux, mais en fait, c'est que des pages blanches. Parce qu'il y a un cahier qui est complètement rempli et le deuxième qui est collé à côté. Il y a quand même pas mal de pages. Je vois qu'il y a une certaine mise en forme. Il y a des dessins de véhicules, des cartes. Il y a une table avec des armes. Ouais, c'est super moche. Le système, il est donc moche, ça, c'est Sens. Et ça, c'est le premier Sens, ouais. Et donc c'était un space opéra avec des races qu'on retrouve dans Star Ocean 2, des choses comme les tétragènes qu'on 3 yeux, les Felpool, etc. Et ce jeu vraiment tripe autour de cette histoire de sensation que je reprends donc de cette anecdote. Et puis il y a autre chose aussi au niveau de la sensation qui m'a perturbé, c'est dans Saint Seiya, le combat entre Iki et Shaka où
Iki, du fait de perdre ses sens, finit par sublimer le dernier qui lui reste, qui est le 7e sens, et finit par finalement détruire, non, pas détruire, mais disons momentanément exploser Shaka. Donc on pourrait dire que c'est grâce à Kurumada que Sens existe. Bah ouais, on peut le dire, ouais. On peut carrément le dire. On peut dire que c'est grâce à Kurumada que Sens existe, ouais, carrément. Et donc c'est deux choses mélangées qui font sens en fait. Parce que à ce moment-là, dans le sens qu'on est en train de présenter maintenant, le premier, il y a des écoles de ce qu'on appelle des écoles de foi, qui sont des écoles différentes en fonction des sens que l'on a. Et il y a deux types de croissance développés par un scientifique qui s'appelle Solipsis. La croissance dite horizontale et la croissance verticale. Et Solipsis à l'époque ne prend qu'un seul L, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Croissance verticale, croissance horizontale. Mais j'ai juste une petite question. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu ? Affirmatif. Ah, Benjamin ? Tellement marqué que je me souviens d'aucun scénar. Moi je crois que quand on a préparé le podcast, tu nous as parlé de la fiche de perso par contre. Ah oui, la fiche de perso t'a marqué par contre, Bobo. Non, pas tant la fiche de perso de ce premier sens que la fiche de perso du Sens Rebirth auquel on a joué, un essai de Romaric de conceptualiser une fiche de personnage qui était horrible. Il avait explosé toutes les compétences en essayant de faire un joli graphique. Du coup, on mettait 3/4 d'heure à calculer nos jets parce qu'on trouvait pas les compétences. Ah, c'était pas il y avait des dés ? Ah non, il y avait des dés à l'époque. D'accord, donc le premier sens avait un système avec des dés. Mais oui, mais c'était un système totalement inspiré de Vampire. D'accord, donc on était au D10, on comptait le nombre de succès. Exactement. D'accord. Non, c'était nul à chier, hein. faut dire ce qu'il y a. Non. Je suppose qu'il y avait déjà les tripes philosophiques à l'intérieur. Ça commençait, mais il n'y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on avait un système où la Terre avait été détruite. Il y a certains passages dans le jeu, je peux pas les lire ici, mais il y a certains passages dans le jeu où ça part en trip philosophique, quoi, où genre j'explique que le monde n'est que le rêve d'un gigantesque bébé. En fait, t'avais des espèces de religions et qui tripaient autour des sens qu'ils avaient inventés, enfin autour des sens qu'ils développaient grâce à... Parce que oui, il faudrait revenir un petit peu sur la croissance horizontale et verticale, je pense. Oui, justement, j'allais revenir. Croissance verticale, c'est le garçon, il décide de ne garder qu'un seul sens et de développer à l'infini, comme Iki dans son combat contre Shaka. Et la croissance horizontale, c'est essayer d'acquérir d'autres sens pour avoir une conception du monde plus fine. L'idée, c'est de se dire, si j'ai tous les sens, je connais tout et j'ai une vision du monde qui est précise. Et tous les êtres de toutes les planètes de la Fédération, donc, parce que c'est un gigantesque réseau de planètes dans le premier sens, c'est pas du tout juste le système solaire, ont des sens différents. Ils ont tous ces gens sur les planètes ont des sens différents. Et ce qu'ils veulent, c'est créer un surêtre à base d'une femme qui s'appelle Azilis, qui est dépourvue de ses sens au départ. Et la Fédération cherche à créer un surêtre en se servant de tous les sens existants dans l'univers. Afin d'atteindre le sens ultime. Le sens ultime. Donc c'est pour ça que le sous-titre, comme le faisait remarquer Bobo tout à l'heure en regardant le bouquin, c'est l'essence des sens pour découvrir le sens de l'existence. C'est très... Ça monte à en fait, ça ressemble énormément à Néant. Ça ressemble à Néant... Nothingness, tu veux dire ? Ouais. Le sens Nothingness ? Oui, sens Néant qui viendra dans pas trop longtemps. Sur certains trips, il y a quand même énormément de choses. Il y a des choses qui sont sauvegardées, clair et net. Il y a certaines planètes qu'on retrouve texto. Jupiter Alpha, le trou noir de Galad, il y a plein de choses qu'on retrouve dans le premier sens déjà. Et voilà, et ce jeu connaît son petit succès. J'arrive à monter quelques tables, il y a quelques personnes qui commencent à s'y intéresser, notamment grâce à des persos mythiques comme le personnage d'Erwan, donc qui s'appelle Alvin Palmal. Oui, qu'on a déjà entendu, je crois, lors d'un podcast précédent. Erwan ? Non, Palmal. Palmal, pourquoi tu dis ça ? On avait parlé du personnage, mais ouais mais je ne sais plus dans quelle situation. C'était pour les inspirations peut-être. C'est sûrement pour les inspirations. Ouais. Donc, mais quoi qu'il en soit, il y avait des personnages comme par exemple le personnage de Karim qui était un politicien qui s'appelait Chrysaor Orion. Qu'on retrouve actuellement dans Sens. Exactement, c'est exactement son personnage. J'ai quasiment rien changé. Et justement, parlant de Karim, c'est là que tout va basculer en fait. Karim remarque que tous les univers que je crée sont toujours lumineux. C'est toujours des gros héros qui se tapent entre eux, c'est toujours ça blast, mais on sent bien une réflexion à Karim, lumineux, etc. Et lui, il a l'intention de faire du jeu de rôle un peu plus sombre, quoi. Parce que la manière dont Bender maîtrisait Vampire, c'était très lumineux aussi. C'était très héroïque.
La manière dont je maîtrise Saint Seiya, évidemment, c'est héroïque puisque c'est Saint Seiya. Et la manière dont Sens était maîtrisé, c'était pareil. Et Karim, il voulait quelque chose de plus sombre, plus adulte en fait, plus mature, on va dire. Plus adulte, je vois exactement. C'est vrai que lui, il aime plutôt les jeux un peu compliqués et très sombres. Avec de la politique, etc. etc. Et là, donc c'est grâce à Karim que tu as refait un peu ton univers. En fait, il me disait carrément que j'en étais incapable. J'étais incapable de le faire. Alors là, je me suis dit, non, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais t'en foutre plein la gueule, mon pote. Donc c'est là que tu as changé carrément tout ton jeu ? Bon, en fait, j'ai rien gardé. J'ai créé un nouveau sens qui s'appelait Sens Renaissance, puisque c'était le deuxième sens. À la base, c'est pour ça que le jeu s'appelle Sens Renaissance. Et pour me la péter un peu, j'avais mis en anglais, donc je l'avais appelé Rebirth. Ah oui, c'est l'époque où les mots anglais étaient assez fréquents dans ton jeu. Je me souviens des Pegasus Boot, les différentes runes qui étaient en anglais. Alors voilà, ça viendra de Sens Rebirth. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce podcast, à chaque fois vous parlez de Sens Death, Sens Nothingness, Sens Rebirth. Ça date du premier sens en fait. Oui, c'est vrai que moi en tout cas j'ai commencé dans cette version-là. Ouais. Donc là, par rapport au tout premier, donc au premier sens, quelle grande différence on a trouvé ? Eh ben là, cette fois-ci, je m'inspire d'autres choses. C'est-à-dire que là, je reste toujours fidèle à Star Ocean 2, mais j'enlève le côté cucu, etc. Je m'inspire davantage d'FF7 pour le côté, en fait, les villes, etc., les décors plus sombres, l'histoire aussi plus sombre. Et je rajoute du Metroid et énorme influence d'Erwan qui me fait découvrir à cette époque Radiohead, que je ne connaissais pas, ce groupe, et j'ai écrit tous le premier Sens Rebirth en écoutant des musiques de Radiohead à chialer, qui parlaient de la manière dont la société de consommation nous privait de notre identité, etc. Donc je me suis vraiment mis dans l'ambiance, allez, je vais écrire un jeu dark, mais moi je suis pas dark, les gens, j'y arrive pas, et donc ça a raté, on verra comment après, mais ça a complètement raté. Mais le premier était très dark, c'était un jeu post-apo. Moi je me souviens qu'au niveau de l'univers, par rapport à Sens actuel, l'histoire était à peu près la même. Ça se passait sur Terre, si je me souviens bien. Ouais, ça se passait sur une Terre post-apocalyptique. Voilà. Qui c'est qui a joué ici à cette première version ? Je crois qu'on y a tous joué, non ? Oui. Vous y avez tous joué. Oui. Ouais. Voilà. Vous qui avez joué à la nouvelle version en plus, est-ce que vous avez vu des grandes différences Les dés, rien que sur le système. Ah, il y avait des dés dans celui-là ? C'est vrai, oui, effectivement, il y avait des dés. Avec fais ton jet de runes plus sens plus capacité, s'il te plaît. Talent, s'il te plaît. Ah, talent. Oui, en plus, il y avait des additions. Là, on perçoit toute la souplesse du système. Un peu la réflexion, Bobo, quand tu avais joué dans le tout premier sens. Il fallait faire des grands calculs pour calculer donc un score, jeter un dé. Les gars, des grands calculs, fallait additionner 3 caracs. Sachant que c'était. Fallait les retrouver sur la feuille. C'était plus le coup de les retrouver sur la feuille qui était déjà un petit peu plus compliqué. Et c'était merveilleux. Par exemple, si tu voulais avoir du charisme, il fallait que tu mettes plein de points en chaos, mais le chaos ne te servait qu'à avoir du charisme. Donc, si tu décidais que finalement, je vais peut-être avoir un perso qui va être capable de se défendre, donc tu mettais tout en death. Mais du coup, quand il fallait jouer le truc, t'essayais de la jouer quand même un peu charismatique, et au final, ça servait à rien d'avoir du chaos. Un truc quand même qu'il faut noter sur système, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, Fly, c'est que les runes servaient déjà à l'intention. C'est-à-dire qu'on faisait sens plus rune plus talent, sachant que chacune des choses était notée sur 10. On pouvait avoir 1 en sens, ou 3 en rune, machin, etc. Et on pouvait avoir de 1 à 6 dans chacune de ces caracs. Et les runes, c'était l'intention qui comptait. C'est-à-dire si tu voulais faire du mal, c'était déjà la mort qui était invoquée. Si tu voulais, etc. etc. Et les sens ne servaient que... En fait, au final, le système était nul. Parce que le goût, l'odorat, tous ces trucs, ça sert à quoi ? Franchement, on s'en foutait. Le goût, je m'en suis uniquement servi quand je cuisinais. Ouais. Et vous pouvez imaginer à quel point on cuisine quand on est dans un univers post-apocalyptique. Je vous laisse deviner. Certaines personnes venant d'Helvète pensent que dans les mondes post-apo, il y a des poulets. Donc ça peut servir. J'aimerais bien voir la tête des poulets, moi. Tout à fait. C'est donc Christophe qui m'a conseillé de mettre des poulets au pôle sud parce qu'il trouvait que les bovins ça consommait beaucoup trop, puis le méthane et tout. Ah oui, mais il avait pas tort sur ce point. Il a raison. Alors, là, je suis devant la feuille. Il y a quand même beaucoup de compétences. Je vois du rêver, du maîtrise de soi, du larcin. Oui, le larcin, c'est très bien. La théologie. La théologie, c'est fantastique. La feinte, une compétence grade. Il faut feinter. Le grade, oui. Voilà.
Ah, c'est belle feuille. Hein. Ouais. Et la compétence rêvée était vraiment très intéressante puisqu'on n'avait absolument aucun moyen de la diriger. Et donc, même si on n'avait rien d'en rêver, si le maître de jeu, à savoir Romaric, décidait que tous les joueurs allaient faire un rêve un peu étrange, eh bien, en fait, tout le monde avait le rêve un peu étrange, même ceux qui n'avaient pas vraiment énormément de rêves, puisqu'il fallait bien faire avancer l'histoire, donc ça servait à rien. En fait, le truc, c'est que la carac rêvée, je m'en servais quand les joueurs voulaient des pecs. Je dis, ouais, bah, c'est ça, rêve toujours, et puis j'en fais D'accord, c'était la compétence chambre. Non, en fait, pas du tout. C'était une compétence qui servait avec le chaos pour faire avoir des apparitions sur le futur ou certains rêves en rapport avec notamment des personnages comme Wilfried. D'accord. Là, je tombe sur une feuille pouvoir ombroïde. Ah, les pouvoirs ombroïdes. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des pouvoirs qui étaient classés, genre le slivering. Voilà, puis c'était l'horreur. Pour pouvoir les avoir, il fallait qu'on réussisse son jet de D6. Non, de D4 au début. D4, D6, D8, D10, D12, D20. En fait, le truc, c'est que tu devais. En fait, le trip des pouvoirs de l'ombre, donc les pouvoirs ombroïdes, c'était que tu devais les voir pour les apprendre. Comme c'était écrit dans la base, faut le voir pour le croire et le croire pour le pouvoir, je crois. Et donc du coup, il fallait en fait voir le pouvoir fait devant soi, et donc ce qui amenait à des aberrations, genre les joueurs qui allaient dans le monde des ombres pour s'échanger les pouvoirs. Tiens, t'as quoi toi en stock? Ah bah moi j'ai ça comme pouvoir, j'ai ça. Tiens, bah montre-moi ça. Ok, je te le montre. Hop, et puis c'était des moments de jeu absolument incroyablement intéressants où on passait notre temps à lancer des dés et avec un roleplay merveilleux, genre et là alors réessaye, on sait jamais, peut-être que ton dé pourra marcher. Ouais, narrativement c'était très intéressant. Ah bah là, si je me souviens bien, le côté narratif n'était pas primordial dans ce jeu. Pas du tout, puisqu'il y a environ 200 pages de système pour 70 pages d'histoire à peu près. Donc là on retrouve pas tout ce qui est la carotte du PJ avec les points d'immersion. Non, pas du tout. On retrouve quand même les runes qu'on a dans la nouvelle feuille. Voilà. Fallait additionner. En fait, on faisait une addition. Genre, si vous aviez 3 en intuition, puis une création à 3, et puis faire des plans à 3, ça vous faisait 9. Vous lanciez un des 12, il fallait faire 9 ou moins. Sachant que plus vous approchiez de 9, plus c'était fort. Il fallait faire 9 piles pour faire un succès critique, et le 12 était toujours un échec critique. Et dans ce sens Rebirth, au niveau de l'histoire, c'est ce qu'on a actuellement? Oui, l'histoire en fait ne change quasiment pas. Sauf que il y a eu des choses entre temps. Ça c'est la première base, celle-là date de 2006. Mais bon, en fait les notes sur le jeu datent du tout début où j'ai commencé la fac, donc c'était en 2002. Et la fac va tout changer en fait dans l'histoire du jeu. Justement la fac, quel tournant ça a été dans l'écriture de Sens? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur ton cursus? En fait, tout. Parce qu'au final, on dit l'histoire globale date de 2002, mais tout ce qui est métasens, en fait, date de la fac. Et en fait, avant, c'est pas du tout un jeu de rôle philosophique, Sens. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Au début, c'était uniquement d'exploration. Je me souviens qu'on a passé des fois une demi-heure à combattre un monstre, à se faire manger, à le détruire, mais il n'y avait pas du tout ça. C'est du Alien. Et globalement, les gros secrets du jeu, c'est ah bah oui, je peux pas les dire. Et là, on aurait passé de joie maintenant d'avoir les secrets. Tu sais. Oui, bon, bah bref. Les gros secrets du jeu tournent autour des immortels. Et point barre. Alors qu'en fait, tous les gros secrets du jeu aujourd'hui tournent autour du personnage de Sens et du mélange que les joueurs vont découvrir entre la fiction et la réalité. Donc là, il y a enfin voilà quoi. Mais ce qu'on a découvert en fait avec ce jeu et qu'on n'imaginait pas, c'était la manière dont l'Ombre Monde en fait, qui était à la base vraiment un trip de jeu, je veux dire, de pouvoir... Moi, l'Ombre Monde, ça m'a inspiré de quoi? Ça m'a inspiré de Legacy of Kain et de Zelda. Le fait de pouvoir passer d'un monde des ténèbres au monde de lumière. En gros, le monde des ombres, au départ, c'est juste un gadget. Ouais, c'est un gadget. C'était un trip, un délire. T'avais pas du tout réfléchi à comment il pourrait évoluer. Mais pas du tout. L'Ombre Monde, il servait juste à... Les joueurs sont libres. Et mais on sait pas pourquoi. Moi-même, quand j'ai commencé le jeu, je savais pas pourquoi il serait libre. C'était une excuse. Voilà, c'était une excuse, juste histoire de dire ouais, le destin, machin, il y a quand même, tu vois. Mais pas du tout de philosophie finalement dedans. C'était plus on va dire du Matrix, alors que Matrix, enfin moi je l'avais pas vu, donc je savais pas que etc. Mais
bref, c'était vraiment ça. Ça servait juste à se marrer en passant d'un monde à un autre, et surtout ça servait à faire la magie. Il fallait bien trouver dans un monde réaliste et sombre, comme avait demandé Karim entre guillemets, trouver un moyen de faire de la magie mais de manière crédible. Donc là t'es dans un ordinateur, parce qu'à l'époque c'était des ordinateurs, c'était pas des machines. T'es dans un ordinateur, tu fais bugger la machine et puis t'y vas quoi, d'où le nom bug, etc. Enfin, donc je veux dire que Sens actuellement a évolué suite à l'utilisation du jeu. Oui, les joueurs qui ont permis de construire l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand en général je présente ce podcast, je dis les créateurs de Sens Exalogie, parce que moi je suis une pauvre merde. Tout ce que j'ai écrit c'est des trucs à manga à la con qui aujourd'hui font rire quoi. Ah ouais putain il y a un perso finalement c'était un homme mais en fait non c'est une femme. C'était un gros secret. C'est là où on disait Sansta Barbara. Voilà, Sansta Barbara, tout ça. Moi ça c'est de moi, ça tout ce qui est pourri en fait. Oui bon bref, je vais me tirer une balle en sortant de ce podcast. Donc non mais en gros voilà, c'est en jouant, ouais. En regardant les joueurs, ça donnait des idées, dire ouais on pourrait essayer d'évoluer quelque chose dans cette direction. En premier lieu la table de Rennes, ils ont tripé à mort sur l'ombre monde. Ils ont tripé, ils se sont dit mais finalement est-ce que ce monde il est réel ou pas, etc. Moi je mais non c'est pas réel, il est virtuel. Puis bon les joueurs disaient mais non mais je peux pas tuer une ombre machin. Et là il y a tout un tas de problématiques qui nous sont arrivées dans la gueule qu'on n'attendait pas du tout, avec la présence en fait d'un joueur à la table qui est le personnage de Marius, donc le personnage de Thomas Fournier. Et là, ce quadrilla, en fait, l'arrivée du quadrilla à la table a fait que l'ombre monde, il a dit mais moi j'en ai besoin de l'ombre monde. Si vous détruisez mon monde, comment je vais faire pour survivre? Donc il a lancé cette problématique. Et le truc c'est qu'à la même époque, moi je te demandais de me faire une histoire d'amour avec un quadrilla. Oui, voilà. Et moi du coup je voulais pas non plus détruire l'ombre monde puisque sinon Météore disparaissait. Voilà. Mais donc le personnage dont t'es tombé amoureux, sans Lina est tombé amoureux, c'est Météore. Voilà, faut le préciser. Et Cédric, son personnage voulait détruire l'ombre monde, puisque déjà il voulait détruire Miphos et il voulait me récupérer et détruire Météore. En fait, je veux dire que dans la version au départ de Sans Rebirth, les quadrillas c'était plus des gros boss quoi. C'est des gros boss. C'est-à-dire que t'avais pas pensé à cette évolution sur la comment dire le Miphos qui se fait trahir par les quadrillas de vie. Non. J'écrivais, de toute façon c'est bien simple. Quand la table de Rennes a commencé, j'écrivais les scénars la semaine à la semaine. J'avais globalement une grosse trame de fond avec le trip des runes qui déterminait l'univers, etc. Ça c'est clair et net, ça existe. Enfin je veux dire ça c'était dès le départ, j'avais pensé à tout ça. Mais je n'avais pas du tout, je pensais pas la tournure que ça prendrait en fait. C'est vrai qu'en plus après chaque scénar, on passait des fois 1 à 2 heures à discuter du monde et du méta-jeu. C'était complètement fou. Et là où vraiment en fait Sens, et là où, pour revenir à la question que me posait Bobo tout à l'heure, là où vraiment Sens a commencé à prendre du galon, c'est quand il y a eu ça d'un côté, et de l'autre, moi qui découvre à la fac un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, et dans lequel globalement je découvre toutes les idées que j'avais envie de faire partager avec Sens. Tout y était, je veux dire, le trip des sens qui s'acquièrent avec le monde qui décroît et qui décroît et qui s'accroît en fonction des sens qu'on a, la croissance verticale, la croissance horizontale qui est plus ou moins développée dans son éthique, etc. L'idée que finalement les ordinateurs, la manière dont ils sont structurés avec les faits, c'est la manière dont le monde lui-même est structuré. Quand il dit à un moment donné, en fait, le monde et un monde imaginaire sont structurés de la même façon, je pense tout de suite, moi, monde, ombre, monde, je fais tous les liens et je me dis, mais putain, merde, Wittgenstein a pensé en même temps. Enfin, tu vois, a pensé à la même chose que toi. En fait, toi, ton idée, tu l'as redécouvert chez quelqu'un d'autre. Et là, j'ai fait, déjà pensé. C'est hallucinant, il faut à tout prix que je fasse quelque chose avec ça. Et là, j'ai tout retravaillé vraiment. Là, je suis remis au boulot. En essayant de conserver l'histoire qui avait été créée. Voilà. C'est ça qui est. Ouais, c'est pour ça que. Et c'est grâce à Lunochain qu'on arrive à cette partie en fait de cette base qui est actuellement Sens Renaissance. Alors tout à fait. Là maintenant le nouveau Sens, si j'ose dire, c'est vraiment du Wittgenstein plus les histoires faites avec la table de Rennes et la table de Saint-Malo, parce que vous aussi vous avez apporté des nouvelles problématiques que j'avais pas Bobo et toi. Forcément pensé, voilà. Je dis vous aussi en montrant du doigt, mais les auditeurs ils entendent pas. Effectivement. Bobo et Thomas, c'est clair, vous avez joué la relation d'amitié que vous aviez entre vous. Alors que Bobo jouait un scientifique dans la réalité et Thomas un quadrilla de vie, c'était fort, c'était beau, il fallait faire quelque chose autour de ça, c'était obligatoire. Et le souci en fait dans ma rédaction du Nouveau Sens, c'est de conserver ce qui a été fait dans toutes ces tables, tout en mettant le truc de Wittgenstein en place.
Voilà, toi t'as fait, en fait, t'as fait le lien, t'as fait le pont entre les deux. J'ai fait le pont entre les deux et ça marche. Finalement, ça fonctionne très très bien. Au début, vraiment, moi, ce qui m'a limité quand j'ai commencé à écrire Sens, c'était ça. J'avais du mal à conserver votre histoire et en même temps à amener les nouvelles choses qui étaient dedans. Et en fait, non, la mayonnaise a vraiment pris. Et voilà, on est resté bien à peu près dans la même idée et t'as pu tout construire. Bah ouais. Et comment t'as fait pour enlever ces affreux dés que tu détestes ? Alors là, les dés, je les ai enlevés suite à un jeu de rôle qui s'appelle Nobilis, auquel on a joué, et le système me semblait tellement performant, tellement bon en fait. Tu lançais pas de dés et ça fonctionnait. Et moi, j'y croyais pas du tout. Alors fini d'entendre comme quoi les calculs étaient compliqués, en prenant une rune, une compétence. Là, c'était trop bien quoi. Nobilis, c'était vraiment la révélation. Et je me suis dit il faut virer les dés parce que ça correspond plus à la manière dont on joue à la barre. Pour Nobilis, aussi récupérer un peu le système de miracle avec les ombres de pouvoir. Oui, voilà. Globalement, ça tout vient là. Plus de liberté. Et comment t'es venu l'idée de l'immersion? L'immersion, ça, en fait, c'est de payer le jeu au niveau du roleplay. C'est très très simple. Ça vient encore une fois de la manière dont on joue à la barreau. C'est que nous, ce qui compte en fait, c'est qu'on soit dedans. À aucun moment, on doit faire intervenir des éléments extérieurs dans notre fiction, quoi. On veut que ce soit cohérent. On est des simulationnistes purs en niveau de. Ah, mais moi je me souviens que le jour où la compétence d'immersion, les points d'immersion arrivent, c'était très dur, on pouvait plus faire de blagues. Ouais, mais en même temps, ça correspondait parfaitement à la tyrannie de ce qu'elle est, de ce qu'est le nouveau sens en fait. Le nouveau sens, c'est ça. Et puis entre temps, il s'est passé plein de choses. Enfin, tout ça, bien sûr, on le présente de manière un peu caricaturale, comme par des étapes, mais en fait, tout ça, ça a été très lent, ça a été très long. Je me souviens notamment d'une soirée qu'on a passée avec Fly. Ouais, et c'était une nuit blanche de ouf à essayer de construire le Sens Néant, tout son univers, et on a passé des heures à créer les écoles de foi en contradiction. Parce que Sens Néant, il n'avait pas existé dans la première version, la Sens Rebirth. En fait, dans Sens Nothingness. Oui, si, mais quand on a commencé Sens Rebirth, pour moi, Sens Rebirth c'était un jeu. Point barre. Il n'y aurait pas de suite. Ah, il n'y avait pas de suite du tout. Non, c'était un jeu. C'était à la fin de Rennes, en fait, quand tu as pensé à faire Sens Mort. Et là, en fait, à la fin de Sens Renaissance, ils en avaient envie. Ils m'ont dit non, on s'arrête pas là. On continue. Et je suis là, non, on continue pas. Mais moi, j'ai marché un peu. Je fais, mais si, mais en fait, il y avait des suites prévues et tout. Rebirth, c'est pour vie. Et puis en fait, il va y avoir Death et tout, machin. Mais en fait, à la base, j'étais là, non, il y avait rien. C'est pour ça qu'on a attendu tout un été. Oui, c'est pour ça que vous avez attendu tout un été. Et non, mais c'est un truc de ouf. Par exemple, une petite anecdote qui fera sourire, c'est qu'à la base, il y a que 4 runes. Il y a que 4 runes. C'est-à-dire, en fait, à la base, il y avait que Death. Enfin, il y avait mort, vie, chaos et cosmo. Donc Sens Exalogie n'existait pas encore. Mais non. Et en fait, si à la base il n'y avait pas toute la fiche de personnage et tout ça. Mais du coup, Classis, ça t'est venu comment ? Eh ben, c'est parce que vous avez trippé le personnage, Fly. Ah ouais, mais il était génial, Classis. Ouais, c'est uniquement pour ça. Et Azilis, après, une fois que le personnage de ils avaient trippé le personnage de Classis, c'était en fait un espèce de, comment on dit, un conte de Saint-Germain ou je sais pas quoi, un mec qui voyage dans le temps, qui se balade, qui fait un peu n'importe quoi. Il super longtemps à poser la question. Voilà, et en fait, ça les a fait marrer, quoi. Donc je me suis dit, mais lui, il faut que ce soit un immortel, c'est obligatoire. Et ils ont l'air de prendre trop d'importance dans leur table pour que ce soit autre chose, quoi. Donc je me suis dit, quelle rune je vais lui mettre tiens, le néant. Et oui, je lui ai mis le néant au début. Il était néant au début, donc on avait raison. Au début, il était néant. Et Azilis représentait la création. Et c'est pour ça qu'à la fin, dans Sens Renaissance, Azilis sourit et toute la Terre se recrée. C'est parce qu'à la base, c'est elle qui représente la création. Maintenant, ça trouve une autre explication, si tu veux, dans l'univers de Sens, mais à la base, c'est pour ça. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, mais c'est totalement débile. C'est Classis, la création, et Azilis qui doit représenter le néant, puisqu'elle n'a pas Dieu, etc. Donc c'est forcément elle qui doit représenter le néant. Mais c'est que des trucs comme ça, de toute façon. J'en ai à l'appel des anecdotes. C'est à l'époque, on faisait plein de dessins sur les runes, et je me souviens du moment où on avait dessiné Miphos et Classis, et t'avais Miphos qui disait, qu'est-ce que tu fais, Classis? Ah oui. Et Classis disait, rien. Voilà. Donc tu vois, la preuve qu'il pensait que c'était le néant, parce que voilà, c'est ça, c'était le trip déjà. Voilà. Mais non, mais c'est et au niveau des Setantras, vous l'avez créé à ce moment-là. Ouais, du coup, on a passé toute une nuit blanche à créer des écoles de foi avec des contradictions, des opposés, à essayer de triper. On a créé le monde de Nothingness. Nothingness à l'époque. Donc on a créé le monde de Nothingness en une nuit blanche absolument incroyable où on a créé toutes les écoles de foi, on a créé
ce qu'étaient les écoles de foi. D'accord. On retrouve énormément de choses dans le futur Nothingness. Ouais. J'ai cru comprendre que Benjamin avait participé aussi à la création de Settantra. C'est un truc de ouf. La manière dont... ouais, mais pas pour la partie Nothingness, néant comme on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ? Alors en fait, c'était sur la toute première version de Sens, donc le sens normal, le sens Star Ocean 2. L'essence des sens pour découvrir le sens de l'existence. Et puis en fait, c'était une partie du background du perso que j'avais à l'époque, qui était donc pas un Settantra comme on le voit dans le jeu de rôle. C'était ton personnage. C'était un mec métis en pagne, à moitié tribal, il venait d'une autre planète, il fallait que je cale son historique. Donc t'avais fait un historique carrément. Voilà, il vient de la planète Myriade, qui a été créée par un mec qui s'est barré pour faire un espèce de monde à moitié parfait, et qui s'appelait Settantra. Voilà. Donc c'est parti de ça. En fait, le trip, c'est que tous les noms, Myriade, Settantra, qu'on retrouvera plus tard, bientôt, j'espère, dans Sens Néant, c'est Bobo qui a copyright. C'est lui qui les a tous inventés. Moi, j'ai tout. J'espère que tu vas avoir tes royalties au moment où ça va faire un carton. Quand Rome m'a dit, Sens, maintenant ça va être payant, je me suis dit, enfin du pognon. Super, on va bientôt gagner plein d'argent. Au moins 2 euros. Au moins 55 euros, hein, puisque. Enfin bref. Donc. L'histoire de Settantra, c'est qu'à un moment donné, à force de faire Renaissance sur Terre, Sens mort sur la Lune, post-apocalyptique, ça a commencé à nous gaver. Et puis surtout, on s'est dit, on va faire un trip totalement différent, où on jouera des trucs totalement différents. En plus, je trouve que c'est classe. C'est classe dans une série. À un moment donner envie de faire de la pub pour la sortie de c'est classe de Sens Néant. De se dire on avait fait tellement de scénars de Sens Death, tellement de scénars de Sens Rebirth, on en avait marre de nos persos, et donc on s'est dit on va changer du tout au tout, mais on va raconter la genèse, l'histoire de ces fameux Settantra que découvre Hoffman, parce que ça existait déjà. Et voilà quoi. Et là, Sens Néant, c'est une nuit blanche avec Fly, absolument épique. À créer, à dire mais il faut qu'on mette ça, et puis telle rune ça correspondra à tel élément et machin, et donc en fait on a refait du Sens, mais version alors Heroic Fantasy à l'époque, vraiment il y avait des dragons, il y avait tout ça, on passait notre temps à aller chercher les golems de pierre, et de la même façon que Yann Sully et Cédric au moment de Cosmo se sont battus pour savoir qui avait battu le plus de quadrillas, ils ont fait exactement la même chose pour savoir qui avait combattu le plus de golems à Nothingness. Il y avait une créature légendaire par élément. Donc une créature légendaire par rune, si tu veux. Et donc du coup, il y en a notamment celle de l'eau, c'était une grenouille. C'était une grenouille qui était toute petite, mais elle avait le pouvoir de bouffer une lune, quoi. D'accord. Donc voilà, et donc il s'amusait, il faisait la course à la créature légendaire. Donc tu vois, c'est vraiment de Heroic Fantasy. Mais en fait, pareil. Exactement pareil que pour Sens. Et l'épée, on la faisait monter de la même façon que les pouvoirs ombroïdes. Oui, il y avait un système de combo. Alors il fallait déjà tu lançais un D4, puis un D6, puis un D8, puis un D10, là, puis un voilà, D12, à l'époque, puis un D20. on était avec le système avec les dés, quoi. Voilà, et donc tu vois, tu lançais ton D4, si ça réussit, si ça passait, donc si tu faisais un score en dessous, tu pouvais lancer ton D6. Et puis ça passait, tu pouvais lancer ton D8 et ton D10, etc. Et donc ça faisait un système de combo en fait. Tu faisais un premier coup qui était faible, un deuxième qui était un petit peu plus fort, etc. etc. Et ça les a monstres fait triper. Voilà. Donc en gros, avec la version avec les dés, on avait déjà quasiment toute l'histoire de Sens. En fait, avec les dés, on avait l'histoire de Sens sans Sens. Le personnage de Sens n'est apparu qu'à la fin. Ça apparaît à Sens Exalogie. Et oui. Non. Le personnage de Sens apparaît au cours de la chronique Sens Rebirth, Sens Death, Sens Nothingness. Et encore une fois, je vais te dire, c'est au cours de Néant. C'est avec Ced, avec Yann, avec Flavie à donc Rennes. La table de raid. Ça a été terrible. C'est-à-dire qu'au début, on rigolait bien, c'était vachement drôle. Et au fur et à mesure, en partie un petit peu grâce à Ced et à son amour du tragique, on va dire, c'est parti en live tragique, tragédie. De Heroic Fantasy, c'est passé au mystique, avec des mecs qui méditaient dans l'ombre et tout. C'est devenu vachement... Et c'est devenu super immersif. Et au final, on a halluciné à la fin, le jeu, avec les modifications qu'Yann avait fait, etc. Il ressemblait plus du tout au jeu auquel on jouait au début. On veut dire qu'avec Sens Nothingness, ça t'a permis de retriper sur Sens Rebirth et sur Sens Death. Voilà, à nouveau, en fait, à la fin, le jeu, quand on aurait recommencé au début avec le système qu'on avait et avec la motivation qu'on avait pour le jeu et avec les ambitions qu'on avait pour le jeu, on aurait fait un truc beaucoup plus mystique, beaucoup plus profond. C'était hallucinant. Mais à la fin, de toute façon, c'était quand même vraiment mystique. Je veux dire, il y avait le moment où Yann décidait de mettre
toute une partie de sa personnalité dans une bague qu'il me donnait parce qu'il m'aimait. Voilà, c'était les personnages, vraiment c'était des trucs hyper mystiques quand à la fin le sens du mantis, donc qui est le sens qui permet de capter les sentiments des objets, les objets commençaient à être imprimés de sentiments et donc ils s'échangeaient des objets pour se dire je t'aime, etc. C'était trop beau quoi. D'accord, donc là à partir de tout ça, t'avais déjà à peu près ton histoire intégrée, sans trop d'évolution. J'avais l'histoire. Ça n'a pas été trop compliqué de passer d'un système avec des dés, sans dés Pas du tout. Parce que t'as repris directement de Nobilis? Pas du tout, non, parce qu'en fait, pas du tout, parce qu'en fait, la manière dont on jouait déjà, les dés, on les lançait quasiment pas. Il a fallu quand même un petit système pour être sûr que ça fonctionne bien. On a fait des playtests avec vous. On a fait des playtests ensemble, et malheureusement, là-dessus, c'est la table de Saint-Malo qui a écopé vraiment. Hein. C'est-à-dire que en fait, Rennes, c'était fini. L'histoire globale jusqu'à Cosmo était terminée. Donc il restait Chaos et Création. Et donc l'histoire était finie avec Rennes. Et donc là, c'est vous, quand j'ai repris à Saint-Malo, c'est vous qui avez morflé quoi. Vous avez connu combien de systèmes? Franchement, c'est vrai que quand je viens de mon perso, je crois que j'ai dû en faire 3, voire peut-être 4. Surtout en tant que quadrilla. De fiches de perso je pense qu'on a dû en faire 5 ou 6, voire peut-être un petit peu plus parce que sur Nothingness, enfin sur Néant, la chronique on l'a fait en 3 systèmes. Ouais. Moi je me souviens qu'à un moment on avait une feuille, effectivement il n'y avait plus de dés quand on avait joué à Nobilis, mais je me souviens surtout de l'intégration du système de faits. Ouais. Ça c'était assez particulier. Mais en fait ça c'est un miracle. Ça c'est un coup de bol énorme. C'est les faits, c'est un coup de bol énorme. Moi, ça vient d'où? Ça vient de Wittgenstein. Je me dis si le monde se définit sous forme de faits, l'individu aussi. Je me souviens les dessins qui étaient collés sur les murs. Mais oui, mais là par contre, j'ai vraiment bossé comme un porc sur tout le côté Wittgenstein, etc. Là-dessus, il a fallu travailler à fond, mais il y a des coups de bol énormes. Le coup des faits, ça a fonctionné du premier coup. On n'a plus jamais remis ça en question. Ça a fonctionné très bien, et pour le message, ça fonctionnait très bien. Ça reste quand même l'une des grandes bases du jeu. Quand Wittgenstein dit que la volonté est en dehors des faits du monde, que les personnages sont définis par des faits, et que les joueurs jouent en dehors du monde fictif, ça colle. La volonté, c'est le joueur, les faits, c'est le corps du personnage, tout collait. C'était énorme, c'était le moment de miracle, quoi. Je pense que dans tous les jeux de rôle, il y a des moments comme ça où les mecs se disent mais putain, on a fait c'était un coup au pif et ça marchait parfaitement, quoi. C'est vrai que le système de faits fonctionne très très bien. Bah ouais, ça permet en plus, c'est ce qui est génial, c'est que ça avait plein de conséquences qu'on pouvait pas prévoir et qui étaient énormes. Genre, t'es obligé pour faire ton personnage, non plus de choisir des compétences, etc., mais d'écrire ton histoire. Voilà. Et puisque ce qu'on voulait faire, c'était un jeu à histoire avec plein de beaux sentiments, où il y allait avoir de la tragédie entre l'ombre monde et la réalité, ça collait parfaitement, tout était nickel. C'est un coup de bol. C'est un vrai coup de bol, hein. Il n'y a pas à tergiverser. Donc merci Wittgenstein. On va remercier beaucoup de gens. Hein. Oui, merci. Les Kurumada, les Red Hot Chili Peppers, non? Surtout Radiohead. Rien à voir. Et les Radiohead, Quantique Critique, la société de consommation, c'est ça qui a inspiré énormément Sens Death? Pas du tout. Non, en fait... Sens Mort, pardon. Sens Mort, c'est l'inspiration principale, c'est Saint-Exupéry. C'est l'idée de Sens Mort, puisque j'avais pas de scénar cet été-là, hein, parce que ils me disent super, ils me disent on va faire du Sens Mort parce qu'on veut pas s'arrêter. Sens Rebirth c'était trop court, on veut faire du Sens Mort. Ouais, mais moi j'ai qu'un été pour écrire une énorme chronique, j'ai absolument pas prévu de suite, etc. Je fais comment je vais faire? Et puis là je lis Le Petit Prince, je me dis tiens ça pourrait être marrant, c'est un remake. Ouais, ça me demande pas trop de boulot. Et l'idée de la boule de Varia et tout ça. Alors, Varia, les différents endroits de la Lune. Le mot même Varia vient de Metroid. Donc la Varia c'est le métal dans lequel comment est construite. Comment s'appelle déjà le professeur Chozo, je crois que c'est ça. Oui, le professeur Chozo, oui. Donc là, tout le monde aura vu ceux qui connaissent Metroid auront vu la magnifique référence au professeur Chozo qui invente la Varia, magnifique, et qui dit avoir reçu ça d'extraterrestres étranges. Que je ne crois ont croisé d'un scénar, mais c'est autre chose. Petit scénar, mais bon, voilà, donc je me suis dit, Le Petit Prince, quoi. Et encore une fois, la mayonnaise a super bien pris au fur et à mesure En fait, on a grandi aussi, mine de rien. Du lycée à la fac, on a grandi, les problématiques sont devenues différentes. Et donc, du coup, il a fallu combiner tout ça. Enfin, c'est génial. Sens, c'est quand même un jeu toujours en évolution. Oui, c'est toujours. Surtout maintenant que c'est plus limité à Rennes, Saint-Malo. Pour ça que les retours des joueurs sont très très intéressants. N'hésitez pas. Et oui, parce que vous voyez, finalement, si on regarde,
tout vient des joueurs qui ont joué au jeu en fait. Mais maintenant, alors attention parce que maintenant en fait le jeu il est calé quoi. Enfin, on a vraiment un travail maintenant qui est fini. Sauf qu'on n'a pas encore playtesté ni KO ni création, mais on sait où on va, on sait où on met les pieds. Là cette fois-ci j'ai prévu toute l'histoire jusqu'à la fin, heureusement, mais c'est vrai qu'au début c'est parti de rien en fait. Voilà, ta base elle ne sera pas figée, mais maintenant aux maîtres de jeu de développer leur propre trip et de créer leur propre sens. Tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne m'oppose jamais à un mec qui me poste sur un forum, ouais tiens bah il y a ça, je voudrais changer, je lui dis mais vas-y fais-le, parce que de toute façon il va falloir qu'il y ait une mayonnaise qui prenne avec tes joueurs, qui sera forcément différente de la table qu'on a vécue nous. Mais logiquement, le système permet d'accélérer la prise de la mayonnaise cette fois. Grâce à mes amis Frédéric et Christophe de Silent Drift, j'ai compris beaucoup de choses sur le jeu de rôle. Moi, j'ai une dernière question sinon à poser. Ah non, mais on n'a pas fini. Bah ouais, mais il y a aussi une autre évolution, je trouve, entre ton premier sens vie, enfin sens renaissance. Le premier renaissance. Pardon, et ensuite, tu fais, t'es obligé en fonction, parce que c'était pas vraiment un jeu de rôle en fait, c'était une histoire avec, c'était un jeu de rôle, mais il manquait des choses pour pouvoir le jouer, donc je trouve qu'il y a quand même une évolution entre sens. Le premier sens Renaissance avec le tableau sur la couverture. D'accord, ok. Ah oui, le petit livre. Le petit livre où t'es obligé de faire un supplément Ombre Monde, et maintenant le second sens, enfin du coup sens mort, ressemble beaucoup plus à un jeu de rôle entre guillemets. Il est beaucoup plus faisable, beaucoup plus jouable directement. Plus jouable, ouais. Le premier, je me suis un peu chié dessus. Pour moi, le premier exemplaire de sens sans Ombre Monde, il avait pas de sens quoi. Et il a vraiment fallu attendre la compilation, la toute dernière édition en mars pour avoir un travail vraiment abouti. Complet, comme il te convient, avec les dessins que tu as voulu. Mais tout ça n'explique pas comment je suis passé finalement du mec qui joue dans son garage avec ses potes au mec qui édite des jeux de rôle. Et moi je pense que c'est quand même intéressant de parler de ça. C'est Troll. C'est Mathieu. C'est par Mathieu c'est que Mathieu, tu t'es lancé. Mais bien sûr. Mathieu, il voit le truc. Il me fait, mais putain, mais t'as combien de classeurs avec des histoires, des machins. On était en train de faire la chronique à Rennes. Il me fait, mais putain, mais t'as combien de trucs et tout. Mais faut que t'édites ça. Je fais, mais non, mais tu déconnes ou quoi. Tu sais, sur Seiya, ça c'était un petit peu échangé sous le manteau, machin, tranquille. Il me dit, bah non, faut que t'édites ça. Je fais ouais super merci, j'ai pas de thunes, j'ai rien, enfin je sais même pas ce que c'est que le milieu de l'édition, tu me connais, moi je suis super débrouillard comme gars. Donc, tu t'en es bien sorti bon. Et donc il me fait bah écoute, moi je connais un mec qui s'appelle Grumpf. Alors déjà le nom, c'est qui ce mec qui a un pote qui lui fait du jeu de rôle. Je fais ouais d'accord. Fait du jeu de rôle, dire que c'est un joueur. Non, il édite des jeux de rôle, Je me dis tiens, c'est bon, ok. Et puis il me met en contact avec Kevin, donc le copain de Grumpf. Voilà. Je vais voir Kevin, je lui raconte un petit peu l'histoire qu'on crée à Rennes, tout ce dont et là il y avait déjà le côté philosophique qui était là. D'accord. Et donc il me fait ouais c'est complètement hallucinant ton truc, c'est complètement bizarre. Il commence à me raconter ses parties, des trucs qui ressemblent un petit peu et tout. Je dis ouais c'est ça et tout. Et puis il me dit bon bah ouais ok bah je vais te mettre en contact avec Grumpf. Et là je vais voir Grumpf à Vilaine-la-Juelle. Et il me dit ouais non mais ton jeu donc j'ai reçu machin parce que j'avais fait déjà cette base là la base de 2006, la base de 2006 hein. Et il me fait non mais ton jeu c'est beaucoup trop ambitieux ce que tu essayes de développer et tout, c'est bien et tout, moi je suis content, c'est de la vraie science-fiction comme on en voit rarement, il me dit, donc tu vois il me fait des compliments et tout hein. Et il me dit même au niveau de mon système, c'était le système avec D, il me dit ah ouais il y a des trucs qui m'intéressent même, je pourrais peut-être te le repiquer pour autre chose et tout machin, et donc il avait l'air d'être mitigé sur le projet. Il disait d'ailleurs il y a une scène que j'ai jamais osé dire au public mais que je vais révéler maintenant. En fait j'étais sur les chiottes chez lui. Attends. Tu t'es tapé la tête contre la cuvette et t'as eu l'idée. Non, c'est pas du tout ça. J'étais sur les chiottes et en fait je l'entendais discuter avec sa compagne et tout. Et donc moi j'étais stressé, si tu veux. Je suis un jeune, je suis un débutant et je vais voir un grand du JDR. À l'époque je savais pas que Grumpf c'était un monument comme ça, j'en savais rien. Et j'étais dans les chiottes et je les entendais parler de mon jeu à côté. Et Grumpf, je l'entendais dire ah oui mais son jeu, mais je sais pas quoi en penser. Il y a des trucs c'est nul, il y a des trucs c'est trop bien et tout. Il commence à citer des trucs trop bien, il commence à citer des trucs nuls. Et moi j'étais sur les chiottes, je voulais chier mais j'y arrivais pas. Alors j'étais là, j'écoutais. J'étais là, mais putain mais qu'est-ce qu'il dit et tout. Et j'ai entendu, et là à ce moment-là il a lâché le mot, il a dit c'est trop ambitieux.
C'est trop ambitieux. Donc je suis sorti des chiottes un petit peu, bon voilà, bon. Et on a commencé à discuter. Et je vais essayer de lui raconter le trip philosophique du jeu. Et là, mais je me suis embrouillé. J'arrivais pas à lui expliquer. J'étais stressé. Et à la fin, il me dit non mais c'est moitié dangereux ton truc. Déjà le mot danger était arrivé. Et puis deuxième truc, parce que là il avait décidé de... Et bon, deuxième truc, il y a trop d'anglicisme dans le jeu. Hein. Donc Rebirth ça fait chier, Death ça fait chier. Donc bon, je me dis ah bon vraiment, bon bah je vais tout changer. Alors voilà tout penaud. Et il me dit bon bah en 2008 on l'édite. Il me dit ça. Il me dit ça un petit peu sur un coup de tête. Il commence à montrer sur internet des dessins d'illustration. Bon, je prévois ça comme illustration pour ton jeu, etc. Bon, par contre, faut changer 2-3 trucs. Hein. La fin, elle me plaît pas trop, etc. Là, il parlait vraiment comme un éditeur, quoi. Ça, voilà, modifié. Et là, moi, je l'ai senti, quoi. Je me suis dit, ouais, trop cool. Et finalement, il en a parlé à d'autres potes et comme il avait plein de choses de prévues, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Bon, il était de bonne volonté et tout, Grum. Enfin, vraiment là-dessus, je le remercie. Ça m'a fait très très plaisir d'avoir ce retour de sa part. C'est lui aussi qui t'a fait connaître Silent Drift en plus. Oui, exactement. Oui, c'est ça le mythe. Le mythe est né là. C'est-à-dire que il me dit ouais, mais alors je trouve que t'as une vision des rôlistes qui est pas du tout bonne. D'ailleurs, tu dis la moitié de ce que t'es en train de dire sur les forums. Tu vas te faire lyncher, tu vas te faire défoncer la gueule. Il va falloir travailler ta communication et tout. Tu dis que personne réfléchit dans le monde du jeu de rôle et tout, t'es qu'un gros con. C'est vrai que j'étais un gros con. Et donc j'arrive là-dedans avec tous mes préjugés, quoi. Il m'est rentré dedans, il m'a dit mais ouais, tu penses qu'il y a des mecs qui ça réfléchit pas autour du jeu de rôle? Bah va donc sur Silent Drift mon coco. Va donc sur Silent Drift voir si ça réfléchit pas. Va contacter un mec qui s'appelle Artanis. Il s'appelait Artanis à l'époque, c'était Christophe, c'était le pseudo de Christophe. Va donc contacter ce gars-là et là tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi. Plein la gueule. Et j'ai fait ok, et j'en ai pris plein la gueule. Et là, Christophe me parlait des jeux indépendants. Sur l'entrefaite, Grumpf avait trop de boulot pour éditer Sens. Donc du coup, j'ai décidé de devenir auteur indépendant. Et c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Donc ça a été Mathieu, Grumpf, Silent Drift. Ouais, ça a été Mathieu, Grumpf, Silent Drift. Et puis bon, avec Christophe, il y a une espèce de complicité qui est née. Tout le monde sait maintenant qu'on est homosexuel, hein, ça sert à rien de... Ouais, pour mon plus grand plaisir. Oh, le pauvre Christophe, la réputation que je suis en train de... Donc c'est faux. C'est une blague. C'est un grand amour rôliste, mais rien de... Non, voilà. Bah, j'espère, parce que Bobo, sinon... Bobo est en train de s'effondrer tellement je dis de la merde. Je me l'avais dit, c'était bon podcast, je dis ce que je veux. J'avais prévenu, t'étais excité comme une puce. Je suis tout puissant. Voilà. Donc, mais voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Ton histoire d'origine, ton idée, qui a commencé donc par une aveugle, sans la perception de ses sens. Ensuite, nous avons eu Bender, qui grâce à lui a fait découvrir le jeu de rôle. Un jeu de rôle hallucinant. Voilà, Kurumada pour Saint Seiya. Ouais, mais là en fait j'ai l'impression qu'on a fait un truc, c'est un petit peu aussi sur les inspirations, mais au final pour parler de la genèse il fallait en parler, quoi. Enfin, il fallait effectivement les inspirations, savoir pourquoi cette idée t'est venue, comment t'as pu l'évoluer. Ouais, mais bon, le truc qu'il faut voir, c'est qu'il y a des choses qui sont très très gamines dans ce sens, très très immatures. Je prends par exemple le coup de Solipsis, etc. Et en fait l'origine de l'immaturité du jeu et de en même temps sa maturité, c'est qu'en fait le jeu a été retravaillé. Enfin, il y a eu des étapes et ça, je pense que c'est intéressant. En 4ème. Je peux te poser une dernière question? Mais non, il n'y a pas de dernière question là. Faut que ça dure toute la nuit là. Non, chers auditeurs, rassurez-vous, ça ne durera pas toute la nuit. Ah, si, je veux pas que ce moment s'arrête. Lors de tes dernières écritures, est-ce que tu as changé des trucs finalement tout seul dans ton coin? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Non. À partir du moment où la chronique de Saint-Malo était terminée, et je dirais même la chronique de Rennes, j'avais déjà avec parce que en fait la fin de la chronique de Rennes, donc c'était en 2007-6, donc à l'époque où déjà le 7, ouais, j'avais déjà tout. Il y a rien qui a changé depuis 2007, sauf s'il y a eu peut-être une chose qui a changé. C'est l'intervention d'un film culte pour moi juste avant l'écriture de Sans Death, qui est Koyanis Katsi, qu'on a regardé ensemble, Fly. Et moi ça m'a retourné la tête. La Katsi trilogie, Koyanis Katsi, si vous avez l'occasion de le voir, chers auditeurs, pour Sens Mort, c'est une source d'inspiration énorme. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont posé problème dans l'écriture? Oui, il y a des choses qui m'ont posé problème, et notamment la description des villes, la description des cités pour Sens Mort, et c'est pour ça que Fly, je te remercie, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais dit, et c'est pas dit dans le bouquin, parce que pour l'histoire, il faut que ce soit Romaric Briand qui signe le bouquin, mais il faut savoir que Flavie a écrit toute la partie description des cités dans Sens Mort. Donc voilà, elle a fait aussi partie du boulot. Ouais. Félicitations. Ouais, ça fait, C'est rien. Je le voyais peiner. En fait, il s'est ramené, il avait
3 pauvres lignes pour chaque machin. C'était injouable au niveau des descriptions. Il me dit bah non, ça me paraît bien. Je fais non, c'est pas bien du tout. Faut absolument que tu rajoutes des trucs. Et où est-ce qu'ils dorment, comment ça marche, ils font comment pour le transport. Carrément. Non, donc là c'est vrai que tu m'as filé un sérieux coup de main et je t'en suis éternellement reconnaissant, hein, vraiment. Voilà. Mais j'attends les royalties. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, non, vraiment, le moment où Sens a été terminé, on va dire, parce que là il est pas fini en écriture, ni en impression, ni en édition, mais il est fini dans ma tête et vraiment, voilà, il va sortir et voilà. Et au niveau de Néant, là, parce que tu es dans l'écriture de Néant, s'il y a des choses qui vont évoluer par rapport à ce à quoi on avait joué? Tout à fait. Et qu'est-ce qui te pose problème actuellement? Déjà, il va falloir qu'on teste un nouveau système, comme je l'ai dit sur Silent Drift, parce que celui qu'on a à l'heure actuelle ne me convient plus. On joue quand on veut. Donc, mais bon, ça c'est bon, on a déjà fait un playtest et puis là j'ai un autre système à playtester, donc il n'y a pas de problème, ça avance. Et sinon, il y a des écoles de foi qui vont changer. Mais bon, c'est pas... Lesquelles? La glace, la foudre, tout ça, ça va disparaître et ça va être remplacé par des connecteurs logiques comme la négation, l'implication, la conjonction et... Donc notre nuit blanche à chercher des opposés est largement enterrée. Oui et non, hein, parce que malgré tout, la plupart des sentiments, en fonction de certaines runes, restent quand même ici. Enfin, elle est quand même présente. Donc, il y a... Non, la nuit blanche est loin d'être enterrée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Sens Néant, à la base, on était fan d'Utena et on a regardé du Utena à gogo. Donc, on avait à la base, les Sénantras se battaient avec Cadillac, des épées. Non, ils se battaient avec des épées seulement, déjà. Mais bon, enfin voilà quoi. Putain, mais quand on parle de ça, avec le recul, on se dit, mais putain, mais on est des gros gamins quoi. Mais en fait, c'était l'époque quoi. C'était l'époque où Utena ça cartonnait et c'était trop bien quoi. On était fans. Non, tu étais fan. Oui, pardon. Flavie et moi étions fans. Mais c'était bien Utena. D'accord. Sauf au moment où il y a la voiture qui arrive, mais sinon c'était bien. Ouais, il y avait des trucs pas mal. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'Utena, je pense. Mais bon. Mais est-ce qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire sur Sens? Bah oui, moi j'ai... Oui, mais toi tu pourrais parler toute la nuit. Ouais, j'en parle toujours. Et le vrai problème, c'est que pour pouvoir en parler toute la nuit, il faudrait avoir le droit de dévoiler des secrets que pour l'instant, on n'a pas le droit de dire. Pourtant. Car il reste des secrets, ne vous inquiétez pas, il n'a pas encore tout révélé. Non, mais là on a juste parlé de l'histoire du jeu, ça va, on n'a pas parlé. Mais est-ce que vous, de votre point de vue, parce que c'est bien sympa de m'écouter pendant 3 plombes, mais vous, de votre point de vue, comment vous avez vu évoluer Sens, etc. Moi je l'ai vu évoluer en tant que joueur, j'ai vu un système avec des dés, puis un système sans dés. Nous, l'évolution, on l'a surtout vécu parce qu'on jouait nos persos et que les histoires entre les différents persos sont étoffées et que au final c'était plus les relations entre personnages qu'on a joué que le reste. Et en fait, du coup, la fiche de personnage nous servait plus vraiment. En fait. Ouais. Elle nous servait un petit peu quand on se battait, et sinon le reste du temps, on n'en avait pas besoin, puisqu'on n'en avait pas besoin pour jouer puisque le système soutenait pas, en fait. Il n'y avait rien dans le système qui permettait de jouer une scène où on se battait verbalement, on disait je t'aime, il n'y avait rien. Donc du coup, c'était que de l'impro. Ce qui est très rigolo avec le recul, c'est que je m'aperçois en fait ce système il était hyper emprisonnant et au final vous êtes tous les espaces de liberté qui restaient, vous les avez pris et maintenant c'est ça qui fait le jeu quoi. C'est vraiment bizarre mais bref. Comme tu l'avais dit, c'est des joueurs qui ont fait un peu Sens. Ah mais ouais, mais moi c'est pour ça que je dis en présentant ce podcast à chaque fois les créateurs de Sens Exalogie. Il faut pas se leurrer, je veux dire il y a personne qui écrit un jeu de rôle dans son coin, c'est toujours un collectif d'auteurs, c'est toujours des idées, le nombre d'idées que j'ai piqué à tout le monde ici autour de cette table, c'est énorme. Voilà. Alors bon soit je fais l'armature avec Wittgenstein et tout, vraiment le nouveau Sens, le Sens mature, on va dire. Ouais, OK, j'y ai beaucoup participé, mais bon, c'est moi qui ai écrit aussi. Ah si, j'aimerais juste qu'on rende un petit hommage à Cédric Kersao. Oui, Cédric qui n'est pas là. Mais parce que si Finn Longfinger est tel qu'il est aujourd'hui, c'est un peu grâce à Cédric. Merci Cédric. Ceux qui ont de la rancœur. Parce que Cédric était, quand tu discutais de la rune de mort avec Cédric, c'est les nombreuses idées sur la tragédie et tout, c'est de lui. Et d'ailleurs, Sens maître de jeu, c'est venu au cours de nos conversations aussi autour du jeu. Moi je me suis dit mais putain mais oui, qui est Dieu en fait, qui est le monde, etc. Mais là il y avait déjà l'influence de Wittgenstein et tout. Je me suis dit mais ouais carrément. Mais en fait on était une table qui était de lui faire de philosophie et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tripé sur tout ça. Ah ouais carrément. Ouais oui c'est clair qu'il faut préciser ça aussi, c'est que c'est une table, la table de Rennes c'est une table de philosophes. Il y avait Thomas Fournier qui fait toujours de la philo maintenant.
qui vient de terminer d'ailleurs son Master 2 avec plus qu'un grand succès. François qui est aujourd'hui agent Nico, toi, moi qui sommes maintenant profs. Je veux dire, voilà, c'est Cédric, lui qui est prof à domicile comme moi, pareil, il enseigne la philo. Enfin, on est tous, les premiers joueurs étaient tous des philosophes. Forcément, ça allait partir en trip comme ça. C'est vrai qu'avec le recul, on peut se dire que c'était un peu destiné, inévitable. Destiné. Oui, le libre arbitre n'existe pas. Tout était prévu. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va le coucher, lui donner quelques médicaments, tout ira beaucoup mieux. La chemise avec les manches dans le dos, t'inquiète pas, tu vas avoir le droit. Oui, remettez-la moi vite parce que là, je vais péter un câble. Je crois qu'on a un peu. On a un peu. Je pense que, effectivement, sur ce. Je sais que Monsieur Briand serait prêt à raconter toute sa vie pendant des heures et des heures. Et Philippe Drapeau-Contim aussi, et il a fait un nouveau livre sur l'identité et qui est génial. Et il faut l'acheter. Alors voilà. Ceci était le Mademoiselle, vous pouvez le ramener dans sa chambre, c'est bon. Non mais Philippe, ceci était le quart d'heure publicité. Nous allons vous laisser maintenant. Je me permets de vous dire à tous bonsoir et faites-le taire. Non, je ne veux pas finir maintenant. Non. Allez, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé. Je ne veux pas mourir comme ça. Putain. Tais-toi maintenant. Ah oui, c'est